Alors, dernière révision avant les vacances d'hiver. Toujours dynamique géographique des grandes aires continentales, l'Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud. Toujours avoir en tête ces deux idées, puissance du Nord, affirmation du Sud. Et première partie, première compo, le continent américain entre tension et intégration régionale. Comment il faut traiter ce cours-là ? D'abord, on peut prendre l'exemple d'une situation géographique qui conjugue dans un même espace tension, dynamique de tension, dynamique d'intégration. États-Unis-Cuba, excellent exemple, puisqu'on a une histoire ancienne de tension très forte entre ces deux pays qui commence avec l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à Cuba en 1959 et une ouverture récente sous Obama en 2015 qui est une ouverture principalement économique pour les échanges, donc une nouvelle dynamique d'intégration de Cuba avec les États-Unis, et le retour de Donald Trump en 2017 et le retour des tensions entre Cuba et les États-Unis et la volonté de mettre fin en partie à ces dynamiques d'intégration mises en place par Obama. Donc le continent américain est structuré par cette double dynamique de tension et d'intégration. Il faut définir tension et dire que les tensions dans le continent américain, elles sont multiformes, sont multiples. Elles vont du mouvement social, une tension de basse intensité, jusqu'au conflit armé, les FARC avec la Colombie. Elles se trouvent à toutes les échelles, de l'échelle locale, de l'échelle du quartier, jusqu'à l'échelle du continent. De la même manière, les dynamiques d'intégration, elles sont multiples. Elles sont intégration par la mixité culturelle, intégration par les échanges, intégration par une intégration politique. Et elles se font là encore à toutes les échelles. À l'échelle continentale, régionale, mais aussi interétatique. Alors, la problématique est toute simple. Quelles sont ces dynamiques de tension à l'œuvre et qu'est-ce qui les sous-tend ? Qu'est-ce qui les produit ? Première partie, il faut revenir sur cette dynamique de tension et chercher à les expliquer. Deuxième partie, montrer que face à cette dynamique de tension, il y a une volonté d'intégration politique très forte qui entraîne la création d'organisations régionales. Mais qu'au-delà de cette intégration politique, il y a une intégration plus informelle, plus spontanée, qui est le fait des échanges et qui entraîne une mixité culturelle très forte. Troisième partie. Alors la première partie, un continent traversé par de multiples tensions. Et dans un grand A, les tensions les plus importantes, ce sont les tensions avec le riche, important voisin nord-américain, avec les États-Unis. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une histoire à ces tensions qui continue à les structurer aujourd'hui. Ces tensions, elles ont pour objet l'impérialisme des États-Unis qui s'est mis en place en Amérique latine à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Elles sont très bien montrées dans le livre de Galeano, Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, La Veinas Abiertas de l'América Latina, qui a été publié en 1971. Comment s'est passé historiquement cet impérialisme ? Cet impérialisme était avant tout un impérialisme économique par l'implantation de grandes FTN américaines, notamment en Amérique centrale comme la United Fruit Company, mais aussi une ingérence politique des États-Unis dans les affaires intérieures des pays latino-américains lorsque la politique de ces pays était considérée par Washington comme incompatible avec les intérêts américains. Pour faire simple, lorsque des régimes communistes menaçaient de prendre le pouvoir. C'est ce qui explique l'intervention à Cuba des États-Unis en 1961 dans la baie des Cochons. C'est ce qui explique l'intervention au Guatemala des États-Unis en 1955. C'est ce qui explique l'intervention au Chili par la CIA des États-Unis en 1973 pour conforter le coup d'État de Pinochet. Mais au-delà de ces tensions qui sont héritées de
politique impérialiste, qui sont critiques d'une politique impérialiste américaine, il y a aussi des tensions qui s'expliquent plus simplement par les écarts de développement extrêmement importants entre l'Amérique latine et les États-Unis. Alors, moins de tensions avec le Canada, parce qu'il y a moins cette tradition d'impérialisme. Et donc, pour cela, il faudrait rappeler les écarts de développement que l'on trouve dans le continent, avec différentes catégories de pays, et les États-Unis qui sont loin devant, parce qu'ils ont un IDH fort et ils ont le premier PIB mondial. Et ce PIB, il est plus important que tous les autres pays du continent réuni. Cependant, à l'intérieur même du continent latino-américain, on a une grande diversité de développement. En effet, on a un émergent, le Brésil, qui est lui-même accusé d'impérialisme par les pays voisins, parce qu'il a une économie très forte. On a des pays en développement fort, que sont les jaguars, les pays moteurs du continent latino-américain. Ces jaguars en particulier, c'est le Chili, l'Argentine, l'Uruguay. Et puis, on a des pays aux revenus intermédiaires, plus en difficulté, qui dépendent beaucoup des matières premières et qui ont un IDH moyen. C'est le cas du Pérou, c'est le cas de l'Équateur, c'est le cas de la Colombie. Et enfin, on a dans ce continent un pays en grande difficulté économique, qui a un grand foyer migratoire d'ailleurs, c'est Haïti, qui est le dernier PMA du continent latino-américain. PMA, pays les moins avancés, définition de l'ONU 1964. Alors, enfin, ces tensions, elles s'expliquent aussi par des idéologies opposées et une critique de l'idéologie libérale américaine face à une idéologie socialiste de certaines nations de l'Amérique latine. Ces tensions idéologiques, elles ont été mises en avant par le Venezuela d'Hugo Chávez, qui a créé l'ALBA, Alliance bolivarienne pour les Amériques, et cette alliance a réuni des pays voisins qui avaient des proximités idéologiques avec le Venezuela, c'est-à-dire Cuba, l'Équateur, la Bolivie, par exemple. Et ces pays ont un discours anti-américain, anti-impérialiste, anti-capitaliste, anti-libéraliste. Alors, ces pays ont des accords entre eux, notamment pour les livraisons de pétrole, même si aujourd'hui ça marche beaucoup moins bien, puisque le Venezuela ne produit très peu de pétrole actuellement, alors que ce sont les premières réserves de pétrole au monde. Mais pour autant, même si les tensions sont très fortes dans le discours, pendant longtemps, le premier partenaire pétrolier du Venezuela était les États-Unis, malgré un discours très anti-américain, ce qui montre qu'au-delà des tensions, l'intégration, au moins économique, est très forte dans ce continent. Alors, à une autre échelle, en dehors des tensions avec les États-Unis, on retrouve des tensions à l'intérieur des États. Donc, grand V, échelle régionale, et d'abord les tensions à l'intérieur des États, avec d'abord l'étude de la Colombie. La Colombie est un pays qui connaît de très fortes tensions, comme on peut le voir dans le schéma que je vous avais fait faire à la maison. D'abord, on retrouve ces tensions anti-américaines en Colombie. Bon, pourquoi ? Parce que vous avez cet anti-américanisme idéologique autour du thème de l'impérialisme, mais aussi parce qu'on a une présence américaine forte en Bolivie pour la lutte contre le trafic de drogue, avec la présence de l'agence de la DEA, qui a été notamment montrée dans la série à succès de Netflix, la série Narcos, et qui passe assez mal dans différents milieux boliviens, parce qu'on voit ça comme une ingérence politique sur la politique bolivienne. Ce trafic de drogue génère d'autres types de tensions. Et il est un élément du financement des guérillas, et en particulier les guérillas des FARC, qui font la guerre à l'État bolivien depuis les années 1970, et qui remettent en cause cet État bolivien dans certaines régions de la Bolivie. Alors à l'origine, les FARC, c'est une guérilla marxiste, donc d'extrême gauche, qui demande un meilleur partage des terres entre les petits paysans des régions andines et équatoriales de la Bolivie. Aujourd'hui, cette guérilla des FARC a gardé ce
premier message du meilleur partage des terres, mais elle a pris un tour mafieux en s'impliquant dans ce trafic de drogue. Le trafic de drogue entraîne aussi, au-delà de ces guérillas, des violences urbaines extrêmement fortes, en particulier dans les grandes villes, sur les villes de Bogota, de Medellín, de Cali, du port de Buenaventura, le plus grand port, le port le plus violent de Colombie. Et ces violences sont organisées par des gangs, là encore, très liés avec la mafia. Enfin, des tensions existent avec les pays voisins, et elles ne sont pas négligeables. Et elles s'expliquent sur le partage des frontières pour l'accès aux ressources, et en particulier sur la définition des zones économiques exclusives, des frontières maritimes. Des tensions fortes avec le Venezuela, qui sont accentuées par la crise économique entre le Venezuela et la Colombie, avec des Vénézuéliens qui essaient de passer du côté colombien, et des tensions avec l'Équateur, même si elles sont en voie d'apaisement. On le voit donc, à l'échelle d'un État, les tensions sont multiples et sont nombreuses. Cependant, la signature d'un accord de paix en octobre 2016 et le désarmement des FARC annoncé en juin 2017 laissent augurer un apaisement de ces tensions. Un autre État qui connaît de fortes tensions, c'est celui du Chili. Le Chili aussi connaît ces tensions. Alors, tensions avec les pays voisins, longtemps avec le Pérou, même si c'est réglé en partie, pas forcément bien accepté par le Chili, mais tensions actuelles avec la Bolivie autour de l'accès à la mer, du droit à la mer que réclame la Bolivie au Chili. Cependant, là encore, tensions qui sont limitées puisque les deux pays ont accepté l'arbitrage du tribunal international de La Haye pour régler ce différend frontalier sans en passer par les armes. Mais les tensions sont aussi internes, à l'intérieur même du pays, en particulier avec la minorité mapuche, très présente dans les régions 8 et 9, et qui, là encore, demande un droit à la terre contre les grands propriétaires fonciers. Ce droit à la terre est présent pratiquement dans tous les pays du continent latino-américain par les minorités indiennes. Enfin, troisième pays, à l'échelle régionale, où on retrouve des tensions, c'est le Brésil. Le Brésil et le pays se sont développés ces mouvements paysans, en particulier dans le nord du pays, qui était plus pauvre que le reste de l'État continent. Mais au Brésil, aujourd'hui, vous avez un mouvement social extrêmement important qui est contre la crise économique, mais aussi contre la crise politique de la corruption des élites. Et il y a une crise politique majeure qui cristallise l'opinion publique, qui a commencé en 2015 avec la démission de Dilma Rousseff, qui est qualifiée de coup d'État institutionnel par ses partisans, et qui se poursuit aussi avec le processus de démission qui semblerait engagé contre Michel Temer, qui est le successeur de Dilma Rousseff. Et donc on a des manifestations extrêmement importantes, donc des tensions très fortes au Brésil. Alors, au-delà de cet aspect étatique, quand on étudie les tensions à l'échelle régionale entre différents États, on peut à nouveau à l'échelle continentale montrer un autre type de tensions que sont les tensions qui sont liées aux violences des mafias. Alors on les retrouve avec une intensité différente selon les États, cependant elles sont présentes partout. Dans les États d'Amérique centrale, qui sont les États les plus faibles de la région, c'est là où ces tensions liées aux mafias sont les plus importantes. Ainsi, le Salvador, le pays le plus violent de l'Amérique latine, on a des affrontements permanents entre des gangs rivaux, en particulier les Maras, et le gang dit des Barrio 18, qui se livrent une guerre sans merci pour contrôler les quartiers de la capitale, mais aussi les quartiers des villes voisines. Les villes nord-américaines ne sont pas exemptes de ces violences, souvent mises en scène dans les séries américaines. Ainsi, vous avez des villes qui sont considérées, c'est un classement de 2010, comme parmi les plus violentes au monde, et on retrouve la Nouvelle-Orléans, et on retrouve Detroit, par exemple. Les villes d'Amérique latine, elles aussi, connaissent ces tensions. On peut penser aux tensions à Rio, où une nouvelle application a été mise en œuvre, Donde está el tiroteo, pour savoir dans quel quartier il y a en ce moment des tirs pour ne pas y aller. Voilà. Ce
Cependant, au-delà de cette dynamique de tension, je l'avais déjà dit avec tension entre Amérique et États-Unis, eh bien, on a dans tout le continent des dynamiques d'intégration qui sont fortes, ce que l'on va voir dans un deuxième point. Les dynamiques politiques d'intégration régionale. D'abord, donc, on va étudier les dynamiques politiques de la volonté des États. C'est la création de grandes organisations régionales. Il y a deux grandes organisations régionales qui dominent le continent, le Mercosur pour l'Amérique du Sud et l'ALENA pour l'Amérique du Nord. On va d'abord s'intéresser au Mercosur. Ce Mercosur a été créé en 1991 par le Brésil et il réunit l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Venezuela. Cette organisation, elle compte aussi des pays associés qui ne sont pas intégrés mais qui ont des accords spéciaux avec ce Mercosur, à l'image du Chili. L'objectif du Mercosur, c'est quoi? C'est un objectif de garantir la croissance économique de la zone pour en faire une puissance de la mondialisation, mais aussi faciliter la libre circulation des personnes à l'intérieur de cet espace. Alors le Mercosur a réuni une partie de ses objectifs, il a permis l'intensification des échanges entre les États membres, mais il est tout de même très critiqué parce qu'on critique le Brésil d'impérialisme, d'avoir une position dominante au sein de cette organisation, c'est-à-dire d'être le pays qui bénéficie le plus de l'organisation parce qu'il achète des matières premières et il revend des produits manufacturés qui ont une valeur ajoutée beaucoup plus grande. La deuxième organisation dans le temps, mais la première organisation en termes de puissance économique, est l'ALENA, créée à l'initiative des États-Unis en 1994, lorsque les États-Unis cherchaient à être ce gendarme du monde. Là encore, c'était pour renforcer la puissance américaine dans la mondialisation et favoriser le développement aussi des pays voisins. Cette organisation, l'ALENA, elle a réuni le Canada et le Mexique. Alors, elle a permis un développement économique fort du Mexique. Cependant, elle est aussi très critiquée pour la position dominante des États-Unis. Au moment où l'ALENA est créée, il y a une révolte dans le Chiapas, qui est un état du sud du Mexique, contre cet accord et contre la domination des grands propriétaires fonciers mexicains. Et aujourd'hui encore, l'ALENA est critiquée en particulier au Mexique, qui dit qu'avec l'ALENA, les États-Unis bénéficient beaucoup de cet accord puisqu'ils peuvent vendre leurs produits manufacturés aux Mexicains, et par contre que les Mexicains n'ont pas la libre circulation vers les États-Unis, et donc ils sont piégés dans cet accord, car on accepte leurs produits, mais on n'accepte pas les hommes. Face à ces deux grands accords et à la critique de positions dominantes brésiliennes et américaines, d'autres organisations régionales alternatives se sont créées. Alors, il y a la CAN, la Communauté andine des nations, qui réunit les États anciens, le CARICOM, qui réunit les États des Caraïbes, une organisation aussi en Amérique centrale. Toutes ces organisations, elles témoignent d'une chose, c'est la limite de leurs objectifs. Comme elles fonctionnent assez mal, on en crée souvent de nouvelles pour essayer de faire mieux fonctionner, que l'ancienne, mais en réalité, tous ces pays du continent latino-américain, malgré leurs organisations régionales, restent très dépendants pour leurs échanges des États-Unis d'Amérique. Enfin, sur la tentative d'intégration politique, on peut noter aussi un deuxième échec, qui est celui de l'échec de l'intégration politique continentale. Il existe une organisation continentale qui fonctionne, c'est la CEA, qui avait été créée en 1948 par les États-Unis, mais qui est une organisation politique anticommuniste. Les États-Unis garantissent leur protection aux États voisins, leur aide aux États voisins en cas de déstabilisation politique, sous condition de ne pas tomber dans un régime politique communiste. Cette organisation a encore un petit peu de poids, elle se réunit chaque année, mais elle ne prend pas des décisions extrêmement modernes. C'est une organisation qui n'est plus très innovante. Il y a eu par contre la volonté de créer une organisation sous Obama, plus moderne, plus intégrée, qui était la ZLEA. Mais le Brésil l'a refusée par peur d'un impérialisme américain et a proposé une autre organisation qui, elle, existe, qui est l'UNASUR, créée en 2008 et qui est une organisation politique à l'échelle de l'ensemble de l'Amérique latine.
Cependant, le projet politique de Nassour aujourd'hui est bloqué, il n'y a plus d'avancée en matière d'intégration à l'intérieur de cette organisation régionale. Voilà, donc sur les organisations régionales, il y a eu une intégration très forte et un développement très fort d'organisations régionales, mais un échec de la construction d'une organisation à l'échelle de l'ensemble du continent. Pour autant, cela n'empêche pas la poursuite de l'intégration entre ces différentes régions de manière plus informelle par la multiplication des flux. C'est ce que l'on va voir dans cette troisième partie. Il faut d'abord revenir sur ces multiples flux. Flux, d'abord des flux de personnes. Ce sont les flux migratoires les plus importants au monde, les flux migratoires du continent latino-américain, 170 millions de migrants par an. Et ces migrants vont majoritairement vers les États-Unis. Mais à l'échelle régionale, il y a aussi des flux migratoires qui vont vers les autres puissances régionales, les autres puissances de la région, en particulier les Jaguars. Ainsi, on a des flux importants vers le Chili ou l'Argentine. Mais les flux de personnes ne se résument pas aux flux de migrants, ce sont aussi des flux touristiques qui vont être plutôt des flux inversés, des flux nord-sud ou des flux grand-sud vers le nord, qui ont pour destination privilégiée le bassin caraïbe que l'on surnomme la Méditerranée américaine. Ces flux permettent le développement économique de la région, des régions, même des États-Unis. Le sud des États-Unis connaît une forte croissance grâce à ces flux migratoires, mais ils permettent aussi une mixité culturelle, ce que nous verrons plus loin. Par ailleurs, les échanges sont très importants en termes d'échanges matériels, de flux matériels. Il y a deux types de flux matériels. Les flux de matières premières, qui vont être très majoritairement des flux sud-nord, même si les États-Unis sont un grand exportateur aussi de matières premières. La Colombie, deuxième exportateur mondial de fleurs coupées, en est un exemple. Les produits transformés, eux, et les produits transformés à haute valeur ajoutée, comme les avions, par exemple, les bateaux, etc., vont plutôt être des flux nord-sud en provenance des États-Unis vers les pays voisins. Et enfin, on a une troisième catégorie de flux qui sont très intenses dans la région, ce sont les flux financiers. Deux types de flux financiers. Les flux des entreprises, que l'on appelle les IDE, les investissements directs à l'étranger, et ces flux d'entreprises sont majoritairement des flux qui viennent des États-Unis vers les pays voisins, qui viennent du Brésil vers les pays voisins. Et on a aussi d'autres flux financiers, mais qui ont la même direction nord-sud, que sont les flux des remessas, les remises d'argent des migrants dans leur famille d'origine. Ils sont très importants pour le développement des pays, et là encore, ce sont des flux nord-sud. Donc on le voit, une multiplicité et une intensité des flux extrêmement importantes. Pour autant, ces flux reposent sur des infrastructures de transport qui sont très inégalement développées. Les infrastructures de transport terrestres à l'échelle continentale sont très peu développées. La panaméricaine n'est pas une véritable panaméricaine puisqu'elle s'arrête au niveau du Panama. Et c'est la seule route qui intègre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Il y a quelques routes qui sont des routes transcontinentales ou des voies ferrées transcontinentales, côte Pacifique, côte Atlantique, c'est le cas aux États-Unis, mais en Amérique latine, c'est bien moins le cas. Il y a une intégration de la Bolivie à l'Atlantique, en passant par le Brésil, mais par exemple, entre le Chili et l'Argentine, il n'y a pas une voie ferrée efficace entre les deux pays. Alors il y a des projets de développement de ces infrastructures terrestres intercontinentales, notamment des projets ferroviaires entre l'Argentine et le Chili, mais ces flux de marchandises reposent surtout sur les infrastructures maritimes. Les ports des deux Amériques sont développés et en croissance, et par ailleurs, le continent américain a développé une infrastructure stratégique qui permet de mettre en contact les deux littoraux pacifiques et littoraux atlantiques, qui est évidemment le canal de Panama, qui a été agrandi en 2015 pour pouvoir accueillir des bateaux encore plus importants. Par ailleurs, le réseau de câbles
est extrêmement développé entre Amérique latine et Amérique du Nord, et ce réseau de câbles est un réseau de câbles lui aussi maritime. Enfin, sur les flux de personnes, c'est avant tout par le trafic aérien que ces flux se font, plus que par le trafic ferroviaire. À l'échelle continentale et intercontinentale, il est organisé entre grands hubs aéroportuaires, ce sont des plateformes de correspondance extrêmement importantes. Alors aux États-Unis, les grands hubs de la région sont Miami, Atlanta, Dallas, qui ensuite permettent de relier l'ensemble du territoire des États-Unis et du Canada, tandis qu'en Amérique latine, les grands hubs sont Sao Paulo, Lima et Santiago du Chili, qui est un hub en croissance. Si cette intégration ne se traduit pas dans des infrastructures terrestres, elle transforme pour autant profondément les territoires. Il y a d'abord une apparition de zones d'intégration que sont les régions transfrontalières. Les régions transfrontalières, certaines d'entre elles sont transformées profondément par les échanges. C'est le cas de la Mexamérique, dont on va reproduire un croquis dans notre copie. Et c'est le cas aussi des régions transfrontalières entre les États-Unis et le Canada. Pourquoi la Mexamérique est très transformée par les échanges? D'abord parce qu'elle reflète les dynamiques de tension et d'intégration, dynamique de tension par la construction de ce mur, de cette barrière électronique pour empêcher les migrants clandestins mexicains et latino-américains de venir vers les États-Unis. Et elle reflète aussi les dynamiques d'intégration par les villes jumelles. Tijuana, San Diego, par exemple, sont des villes qui se développent de part et d'autre de la frontière, mais qui ont beaucoup d'échanges entre elles, en particulier à travers leurs entreprises, qui travaillent en général des deux côtés de la frontière, avec d'un côté les sièges d'entreprises qui sont aux États-Unis et les ateliers, les maquiladoras qui sont du côté mexicain. Mais ces régions sont profondément transformées aussi par les infrastructures terrestres et le grand nombre de flux qui traversent la frontière, flux de voitures, flux de marchandises, les trains, les avions, etc. Donc on a là des régions qui visuellement, à travers une image satellite, sont des frontières extrêmement intégrées. On retrouve la même chose sans avoir la barrière migratoire entre les États-Unis et le Canada, notamment autour de la Main Street America, entre Chicago, Toronto et Montréal, et de l'autre côté, la Pudgetopolis, entre Seattle et Vancouver. Voilà. Enfin, pourquoi l'intégration transforme les territoires? Parce qu'elle transforme aussi profondément les grandes villes par le développement d'une mixité culturelle très forte. Les grandes villes américaines sont des lieux de grande mixité culturelle, avec pour les États-Unis le développement de quartiers latinos très forts. Miami est la première ville du bassin Caraïbe pour le nombre de ses habitants latinos. Dans les villes du Sud, et notamment à Santiago, on a aussi des quartiers communautaires qui se développent en plein cœur de la ville. Mais au-delà de ces quartiers communautaires qui spatialement recréent la mosaïque du continent américain, on a aussi une intégration culturelle par une forme de métissage culturel, en particulier à travers la musique. La musique, la salsa par exemple, est une invention nord-américaine de migrants latino-américains installés à New York, qui ensuite a été rediffusée dans l'ensemble des villes sud-américaines pour connaître le succès continental et même planétaire qu'elle connaît actuellement. Les reggaetons, qui sont des musiques plutôt développées en Colombie, se retrouvent très largement dans l'ensemble du continent sud-américain, sont revisités au Brésil pour les mettre à la sauce portugaise, mais sont des musiques transversales et même passent la frontière et sont aujourd'hui écoutées également aux États-Unis. Au-delà de la musique, les modes de vie, là encore, sont des modes de vie transculturels. Ainsi, la mode des malls à l'américaine se retrouve dans pratiquement toutes les villes sud-américaines, avec un grand nombre de marques nord-américaines qui sont diffusées. Au contraire, l'alimentation, elle,
connaît des parcours variés. Dans de nombreuses villes sud-américaines, du sud des États-Unis, on vous propose beaucoup de menus mexicains, de repas mexicains qui ont beaucoup de succès et qu'on retrouve d'ailleurs aussi au Chili. Donc, les échanges d'intégration du continent est extrêmement visible à travers cette mixité culturelle et à travers la mixité évidemment des langues. Ainsi, les villes de New York ou de Miami sont des villes où on parle quasiment autant espagnol qu'anglais. On parle même plus espagnol qu'anglais à Miami par exemple ou à Los Angeles. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les tensions et l'intégration, des tensions très fortes qui sont liées à des écarts de développement importants et des intégrations très fortes qui entraînent une mixité culturelle extrêmement importante. Donc on est à la fois dans cette double dynamique et c'est tout l'enjeu de ce premier cours sur les Amériques. Bonne révision.